Le 21 janvier 1793, à 10h22 du matin, la lame de la guillotine s'abat sur le cou de Louis XVI. Cet événement marque bien plus qu'une simple exécution. C'est la fin de 8 siècles de monarchie capétienne, le basculement irréversible de la Révolution vers la radicalisation et l'ouverture d'une ère nouvelle où plus rien ne sera comme avant. Lorsque Louis XVI monte sur le trône en 1774, personne n'imagine que cet homme de 20 ans conduira la monarchie à sa perte. Il hérite d'un royaume en banqueroute, rongé par une dette colossale accumulée par les guerres coûteuses de ses prédécesseurs et les dépenses somptueuses de la cour. Les caisses sont vides, le peuple affamé, et les idées des Lumières circulent librement dans les salons parisiens. Le jeune roi tente bien quelques réformes. Il nomme Turgot, puis Necker, des hommes compétents qui proposent de taxer la noblesse et le clergé pour rétablir l'équilibre financier. Mais chaque tentative se heurte au mur des privilégiés. Les nobles refusent catégoriquement de payer des impôts, la reine Marie-Antoinette dépense sans compter, et Louis XVI n'a ni le caractère ni l'autorité pour imposer les changements nécessaires. Il recule, renvoie ses ministres, tergiverse. Cette faiblesse lui coûtera tout. En 1789, la situation devient intenable. Les récoltes ont été catastrophiques, le pain manque, le prix des denrées explose. Louis XVI n'a plus le choix. Il convoque les États généraux pour la première fois depuis 1614. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Le tiers-État, qui représente 98% de la population mais n'a qu'un tiers des voix, refuse les règles du jeu. Le 17 juin, les députés se proclament Assemblée nationale. 3 jours plus tard, ils prêtent serment dans la salle du jeu de paume de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le 14 juillet, le peuple de Paris prend la Bastille. Cette forteresse médiévale ne contient que 7 prisonniers, mais son symbole est immense. C'est la première fois que le peuple s'attaque directement à l'autorité royale et gagne. Le gouverneur de Launay est massacré, sa tête promenée au bout d'une pique. Louis XVI note dans son journal « Rien ». Il n'a rien compris à ce qui vient de se passer. Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée abolit les privilèges. Les nobles, pris dans l'euphorie générale, renoncent à leurs droits féodaux. C'est la fin d'un monde millénaire. Quelques semaines plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Louis XVI refuse de la signer. Il temporise, négocie, cherche à gagner du temps. Le 5 octobre, des milliers de femmes marchent sur Versailles. Elles réclament du pain. Elles envahissent le château, pénètrent dans les appartements de la reine, massacrent des gardes. Louis XVI doit céder. Le 6 octobre, la famille royale quitte Versailles pour le palais des Tuileries à Paris. Le roi n'est plus le maître dans son royaume. Il devient le prisonnier du peuple parisien. Les mois passent et Louis XVI se sent de plus en plus acculé. L'Assemblée lui retire progressivement tous ses pouvoirs. On limite sa liberté de mouvement, on surveille ses faits et gestes, on l'humilie publiquement. Mais c'est la constitution civile du clergé, votée en juillet 1790, qui le bouleverse profondément. Ce texte place l'Église sous le contrôle de l'État, oblige les prêtres à prêter serment à la nation avant Dieu. Pour Louis XVI, roi très catholique qui se considère lieutenant de Dieu sur terre, c'est insupportable. Marie-Antoinette pousse son mari à fuir. Elle correspond secrètement avec son frère Léopold II, empereur d'Autriche, et avec le comte de Fersen, un noble suédois avec qui elle entretient peut-être une liaison. Un plan s'échafaude, rejoindre Montmédy, près de la frontière luxembourgeoise, où le marquis de Bouillé a rassemblé des troupes loyales. De là, avec l'aide des puissances étrangères, Louis XVI pourrait revenir en force et restaurer son autorité. Le plan est d'une complexité stupéfiante. Le roi et sa famille doivent se déguiser en domestiques de la baronne de Korff, une noble russe. Une berline spéciale est commandée, luxueuse mais lourde. Louis XVI insiste pour partir tous ensemble. Fersen et Bouillé le supplient de voyager séparément, en petits groupes discrets. Le roi refuse. Il ne veut pas être séparé de sa femme et de ses enfants. Dans la nuit du 20 juin 1791, l'évasion commence. Vers 22 heures, la famille royale sort discrètement du palais des Tuileries. Louis XVI porte un habit sombre, Marie-Antoinette est vêtue en gouvernante.
Fersen, déguisé en cocher, conduit d'abord la voiture. Tout se passe bien dans les premières heures. Mais très vite, les problèmes s'accumulent. La berline est trop lourde et roule lentement. Le roi, habitué au luxe, a insisté pour emporter des malles, de la nourriture raffinée, du vin. Les chevaux peinent. Les relais prévus pour changer d'attelage prennent du retard. À Pont-de-Somme-Vesle, le détachement de hussards qui doit escorter la famille royale n'est pas là. Le duc de Choiseul, responsable de cette partie du plan, a cru que le roi ne viendrait pas et a dispersé ses hommes. Première erreur fatale. La berline continue seule. À Sainte-Menehould, en début de soirée du 21 juin, elle traverse la ville au pas. Jean-Baptiste Drouet, le maître de poste, observe attentivement les passagers. Il a séjourné à Versailles, il connaît le visage du roi. Surtout, il a vu le portrait de Louis XVI sur un assignat de 50 livres. Il reconnaît formellement le souverain. Drouet alerte immédiatement les autorités municipales. Pendant que la berline poursuit son chemin vers Varennes, Drouet saute sur un cheval et prend un raccourci à travers champs. Il arrive à Varennes avant la famille royale et donne l'alerte. L'épicier Sauce, procureur de la commune, fait barrer les rues. Quand la berline arrive dans la petite ville, vers 23 heures, elle est immédiatement arrêtée. Louis XVI tente de nier. Il se présente comme un valet, montre de faux papiers, mais des habitants reconnaissent la reine, puis le roi. Sauce fouille les bagages et découvre le sceau royal. La nouvelle de l'arrestation se répand comme une traînée de poudre. Le marquis de Bouillé tente bien une opération de sauvetage avec ses hussards, mais il est trop tard. Des milliers de gardes nationaux convergent vers Varennes. Le 23 juin, 3 députés arrivent de Paris avec l'ordre de ramener la famille royale. Le convoi repart, cette fois sous escorte militaire. Le 25 juin, la berline entre dans Paris. L'ordre a été donné, silence absolu. La foule massive garde le chapeau sur la tête en signe de mépris. Personne n'applaudit, personne ne crie. Ce silence est plus terrible que tous les hurlements. Louis XVI rentre aux Tuileries, mais il n'est plus roi. Il est prisonnier, suspect, traître. L'Assemblée, gênée, tente de sauver les apparences. On invente la thèse de l'enlèvement. Le roi aurait été kidnappé contre son gré. Mais personne n'est dupe. Louis XVI a laissé une déclaration écrite avant de partir. Un texte dans lequel il critique violemment l'Assemblée et les réformes. Ce document circule et publié par le Moniteur universel. La preuve est là, noir sur blanc. Le roi voulait fuir pour mieux revenir avec des armées étrangères. Les républicains sortent de l'ombre. Pour la première fois, on parle ouvertement d'abolir la monarchie. Le 17 juillet, une pétition est déposée au Champ de Mars réclamant le remplacement de Louis XVI. Des milliers de Parisiens se rassemblent pour la signer. Lafayette, commandant de la garde nationale, fait tirer sur la foule. Des dizaines de morts. Mais l'idée républicaine ne mourra pas. Le 14 septembre, Louis XVI prête serment sur la nouvelle Constitution. Il jure fidélité à la nation. Personne ne le croit. La confiance est brisée. Le roi continue en secret sa correspondance avec les puissances étrangères. Il appelle à l'intervention militaire pour le rétablir sur son trône. Il joue un double jeu qui le perdra. Le 20 avril 1792, Louis XVI, contraint par l'Assemblée législative, déclare la guerre à l'Autriche. C'est un moment absurde. Le roi déclare la guerre aux frères de sa propre femme, alors même qu'il correspond secrètement avec lui pour demander son aide. Les révolutionnaires veulent la guerre pour exporter leurs idées. Les royalistes la veulent pour provoquer la défaite de la France et le retour de l'absolutisme. Louis XVI est piégé de tous côtés. Les premières batailles tournent au désastre. Les soldats français sont mal équipés, mal commandés. Certains généraux, nobles d'ancien régime, ne cachent pas leur sympathie pour l'ennemi. Le duc de Brunswick, commandant des armées coalisées prussiennes et autrichiennes, publie un manifeste menaçant. Si la famille royale subit le moindre mal, Paris sera détruit. Cette déclaration, loin de protéger Louis XVI, l'enfonce davantage. Elle confirme ce que tout le monde soupçonne. Le roi complote avec l'ennemi. Le 10 août 1792, l'orage éclate. Des milliers de fédérés venus de toute la France convergent vers Paris. Ce sont des hommes déterminés, radicaux, qui chantent un hymne nouveau composé à Strasbourg, la Marseillaise. Ils marchent sur le palais des Tuileries. Louis XVI,
se réfugie avec sa famille à l'Assemblée législative, espérant sa protection. Mais les fédérés et les sans-culottes parisiens prennent d'assaut le palais. La garde suisse, fidèle au roi, résiste. Le massacre est terrible. Plus de 600 gardes sont tués, leurs corps mutilés, leurs têtes promenées dans les rues. Ce jour-là, la monarchie meurt symboliquement. L'Assemblée vote la suspension du roi. Louis XVI n'a plus aucun pouvoir. Il devient le citoyen Capet, en référence à Hugues Capet, le fondateur de la dynastie capétienne 1000 ans plus tôt. Le 13 août, la famille royale est transférée à la prison du Temple, une ancienne forteresse des Templiers dans le Marais. C'est une tour médiévale sinistre, avec des murs épais et des fenêtres étroites équipées de grilles et d'abat-jours, pour empêcher toute communication avec l'extérieur. Louis XVI est logé au 2e étage dans 4 pièces, aux murs tapissés de tissu jaune. Marie-Antoinette et les enfants occupent le 3e étage, tendu de verre. Le 26 septembre, le roi est séparé de sa famille. Il ne peut plus voir sa femme et ses enfants que quelques heures par jour, sous surveillance. La détention est relativement confortable comparée aux autres prisons, mais la chute est vertigineuse. 3 ans plus tôt, cet homme régnait sur le royaume le plus puissant d'Europe. Maintenant, il est prisonnier dans sa propre capitale. Louis XVI occupe ses journées en lisant. Il dévore les livres. Entre août 1792 et janvier 1793, en 161 jours de détention, il lit 257 volumes. L'histoire, la géographie, les voyages. Il fuit dans les mots un réel devenu insupportable. Le 21 septembre 1792, on lui annonce l'abolition de la monarchie. La Convention nationale, nouvelle assemblée élue au suffrage universel masculin, proclame la République. Louis XVI ne réagit pas. Il semble résigné. Le 20 novembre 1792, un événement va précipiter le procès du roi. François Gamin, un serrurier qui a travaillé pour Louis XVI, vient trouver le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Roland. Il lui révèle l'existence d'une cachette secrète aux Tuileries, l'armoire de fer. Cette armoire est en réalité une ouverture creusée dans un mur près de la chambre royale, dissimulée derrière un lambris pivotant et fermée par une porte de fer. Gamin affirme l'avoir installée en mai 1792 sur ordre du roi. Roland se précipite aux Tuileries sans même prévenir la commission chargée d'examiner les papiers royaux. Ce geste lui sera reproché, car il a largement le temps d'éplucher les documents avant de les présenter à la Convention. Certains historiens soupçonneront qu'il a fait disparaître des papiers compromettants pour ses amis girondins, et en a peut-être ajouté d'autres pour accabler le roi. Mais que Roland ait manipulé ou non le contenu, les documents trouvés sont en nombre considérable et suffisamment compromettants. L'inventaire remplira un volume entier, le tome 9e des pièces du procès. 726 documents au total. On y trouve la correspondance secrète entre Louis XVI et Mirabeau, le tribun révolutionnaire qui avait en réalité été acheté par le roi. On découvre que Mirabeau recevait des sommes considérables en échange de ses conseils pour manipuler l'Assemblée. Son double jeu est dévoilé. Le peuple, qui vénérait Mirabeau mort en avril 1791 et l'avait fait entrer au Panthéon, se sent trahi. Le 12 septembre 1794, sa dépouille sera sortie du Panthéon et jetée dans une fosse commune. Les papiers révèlent aussi l'existence d'un vaste réseau de corruption organisé par les ministres de Louis XVI, notamment Montmorin. Des députés, des meneurs populaires, des orateurs de club ont reçu de l'argent de la liste civile du roi pour modérer leur position. Des sommes considérables ont été dépensées pour tenter de manipuler l'opinion publique et l'Assemblée. On trouve des lettres compromettantes de presque tous les acteurs de la Révolution. Lafayette, Talleyrand, le général Santerre. Tous ont correspondu avec le roi, tous ont tenté de négocier, tous se retrouvent éclaboussés. Surtout, les documents prouvent sans ambiguïté que Louis XVI entretenait une diplomatie parallèle avec les puissances étrangères. Des lettres échangées avec le duc de Brunswick, avec l'empereur d'Autriche, avec d'autres souverains européens. Le roi complotait ouvertement pour faire intervenir des armées étrangères contre son propre pays. C'est la preuve de la haute trahison. Le 3 décembre 1792, la Convention décide que Louis XVI sera jugé par elle.
l'Assemblée se transforme en tribunal exceptionnel. Le problème juridique est délicat. Selon la Constitution de 1791, encore en vigueur jusqu'en septembre, le roi était inviolable. Mais la Convention invoque le principe de non-rétroactivité dans l'autre sens. La proclamation de la République le 22 septembre rend cette Constitution caduque. L'avocat Jean-Baptiste Maille avance l'idée que Louis Capet est justiciable devant la nation tout entière. Le 10 décembre, un rapport énonce 33 chefs d'accusation contre le roi. Parmi eux, la tentative de dissolution de l'Assemblée constituante le 20 juin 1789, le refus de contresigner l'abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l'homme, la fuite à Varennes, les alliances secrètes avec les puissances étrangères, le fait d'avoir fait couler le sang des Français lors du massacre du Champ de Mars et de la prise des Tuileries. Louis XVI bénéficie de 3 avocats pour sa défense: François-Denis Tronchet, Raymond de Sèze et Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. Ce dernier, âgé de 71 ans, s'est proposé spontanément. C'est un geste de courage immense dans le climat de terreur qui règne. Défendre le roi, c'est risquer sa propre tête. Malesherbes le sait, mais il considère que c'est son devoir. Le 11 décembre 1792, Louis XVI comparaît devant la Convention. Il porte un simple habit bleu sous une redingote noisette. Un fauteuil a été placé pour lui devant la barre, mais Bertrand Barrère de Vieuzac, président de l'Assemblée, le tient debout quelques instants. « Louis, la nation vous accuse. L'Assemblée nationale a décrété le 3 décembre que vous serez jugé par elle. On va vous lire l'acte énonciatif des délits qui vous sont imputés. Vous pouvez vous asseoir. » L'interrogatoire commence. Pour chaque chef d'accusation, Louis XVI nie, temporise, affirme ne pas se souvenir. Concernant l'armoire de fer, il déclare ignorer son existence. Cette affirmation paraît peu crédible, puisque c'est lui qui aurait donné l'ordre de l'installer. Mais le roi s'accroche à cette ligne de défense. Il ne savait pas, il n'a pas voulu, il a été mal conseillé. Les séances se succèdent jusqu'au 26 décembre. Les avocats de Louis XVI font de leur mieux. Raymond de Sèze prononce une plaidoirie brillante. Il conteste la légitimité du procès, rappelle que la Constitution de 1791 rendait le roi inviolable, argumente que Louis XVI a toujours agi dans l'intérêt de la nation même si ses choix étaient maladroits. Il termine par ces mots: « Je cherche parmi vous des juges et je ne vois que des accusateurs. » Le 26 décembre, Louis XVI prend la parole pour la dernière fois. « On vient de vous exposer mes moyens de défense. Je ne les renouvellerai point. En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité. Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement, mais mon cœur est déchiré de trouver dans l'acte d'accusation l'imputation d'avoir voulu répandre le sang du peuple et surtout que les malheurs du 10 août me soient attribués. Les débats sont clos. Maintenant, la Convention doit voter. La tension est à son comble. Les montagnards, menés par Robespierre, Marat et Saint-Just, réclament la mort. Pour eux, le procès n'a qu'un but: légitimer la Révolution en éliminant définitivement le roi. Robespierre a même inventé une expression appelée affaire Florès, criminelle envers l'humanité. Louis XVI n'est pas seulement coupable envers la France, il est coupable envers l'humanité entière. Les Girondins, plus modérés, craignent les conséquences de l'exécution. Ils redoutent la guerre civile, la réaction des monarchies européennes, la radicalisation de la Révolution. Ils tentent différentes manœuvres pour sauver le roi: proposer un référendum populaire, voter l'emprisonnement plutôt que la mort, obtenir un sursis. Le 15 janvier 1793, le vote commence. Il se fera à haute voix, nominalement, à la tribune. Chaque député doit monter à la tribune et proclamer son vote devant l'Assemblée et devant le public qui remplit les tribunes. Ce choix n'est pas innocent. La pression populaire est énorme. Des milliers de sans-culottes entourent la Convention, prêts à s'en prendre aux députés qui oseraient voter contre la mort. Un montagnard l'a dit clairement: « Il faut que vous ne laissiez pas passer une question sans l'appel nominal. Par cette mesure, nous ferons connaître à la République les membres qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. » Première question. Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État?
Sur 718 députés présents, 642 votent « oui ». La culpabilité ne fait aucun doute. Deuxième question. Le jugement sera-t-il soumis à la ratification du peuple? C'est une manœuvre des Girondins pour gagner du temps. Le vote direct du peuple pourrait sauver le roi, car Paris ne représente pas toute la France. Mais la proposition est rejetée. 423 voix contre 286. Troisième question, la cruciale. Quelle peine infliger à Louis Capet? Le vote commence le 16 janvier et dure 37 heures. Les députés se succèdent à la tribune. Certains votent la mort simplement. D'autres ajoutent des conditions. La mort, mais avec possibilité d'examiner un sursis. Cette nuance va compliquer le décompte. Le 17 janvier au soir, le résultat tombe. Sur 721 députés ayant voté, 361 ont voté la mort sans condition. 26 ont voté la mort avec amendement mail, c'est-à-dire la possibilité d'examiner un sursis selon l'intérêt public. 334 ont voté d'autres peines, emprisonnement, bannissement après la guerre, condamnation conditionnelle. La question se pose, faut-il ajouter les 26 voix de l'amendement mail aux 361 voix pour la mort? Après d'interminables débats et contestations, la Convention décide que oui. Total, 387 voix pour la mort. C'est la majorité absolue, mais de justesse. Une seule voix de différence aurait changé l'histoire. Parmi les voix pour la mort figure celle de Philippe Égalité, duc d'Orléans, cousin du roi. Ce vote fera scandale. Comment peut-on voter la mort de son propre cousin? Philippe Égalité paiera cette trahison. Il sera guillotiné à son tour quelques mois plus tard, en novembre 1793. Le 18 janvier, les Girondins tentent une dernière manœuvre. Ils proposent un sursis à l'exécution pour négocier avec les puissances étrangères et éviter une coalition contre la France. Le vote est serré, 380 voix contre 310. Le sursis est rejeté. Louis XVI sera exécuté sans délai. Le soir du 19 janvier, Malesherbes se rend à la prison du Temple pour annoncer le verdict au roi. La scène est déchirante. Louis XVI accueille la nouvelle avec calme. Il demande 3 jours de sursis pour préparer son âme. La Convention refuse. Il demande à voir un prêtre non assermenté pour se confesser. On lui accorde l'abbé Edgeworth de Firmont, un prêtre irlandais. Le 20 janvier au soir, Louis XVI demande à voir sa famille une dernière fois. Marie-Antoinette, leurs 2 enfants Marie-Thérèse et Louis-Charles, et Madame Élisabeth, la sœur du roi, sont autorisés à monter dans la chambre du condamné. Les retrouvailles sont déchirantes. Ils restent ensemble pendant 2 heures, séparés des gardes par une simple porte vitrée qui permet de tout voir, mais pas d'entendre. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Les témoins rapportent des cris, des sanglots. Marie-Antoinette s'effondre plusieurs fois. Les enfants pleurent. Louis XVI tente de garder son sang-froid. Il promet à sa famille de les revoir le lendemain matin avant de partir. Mais c'est un mensonge pieux. Il sait qu'il ne les reverra pas. Il veut leur épargner la vision de son départ pour l'échafaud. Vers 23 heures, la famille se sépare. Marie-Antoinette doit littéralement être arrachée à son mari. Elle hurle, se débat. Les gardes la reconduisent à son étage. Cette nuit-là, personne ne dort au Temple. Louis XVI passe les heures à prier avec l'abbé Edgeworth. Il fait son testament, un document émouvant dans lequel il pardonne à ses ennemis, recommande ses enfants à Dieu, demande que sa famille puisse quitter la France librement. À 5 heures du matin le 21 janvier, l'abbé Edgeworth célèbre la messe dans la chambre du roi. Louis XVI communie, se confesse une dernière fois. Il se prépare à mourir en chrétien. Vers 8 heures, on entend du bruit dans la cour du Temple. Une voiture arrive, escortée par la garde nationale. C'est une simple voiture de place, pas un carrosse royal. Le maire de Paris est là, accompagné de commissaires de la commune. Louis XVI descend. Il porte un habit brun, un gilet blanc, une culotte grise. Ses cheveux ont été coupés courts pour dégager la nuque. Il monte dans la voiture, accompagné de l'abbé Edgeworth et de 2 gendarmes. Le trajet jusqu'à la place de la Révolution dure 1 heure et demie. Paris est glacial en ce matin de janvier. De la neige a recouvert les rues. La ville entière semble figée. Le dispositif de sécurité est exceptionnel.
Plus de 1000 gardes nationaux sont déployés sur la place, selon le Moniteur universel. Des canons sont placés au carrefour. On craint une tentative de sauvetage, une émeute royaliste, un attentat. Mais rien ne se passe. La foule est nombreuse mais silencieuse. 30 000 Parisiens se massent sur la place et dans les rues adjacentes. La voiture arrive vers 10 heures. Louis XVI en descend. Il aperçoit la guillotine dressée sur une estrade. C'est une machine nouvelle, inventée par le docteur Guillotin pour rendre les exécutions plus humaines, plus égalitaires. Nobles et roturiers meurent désormais de la même façon. La lame triangulaire pèse 40 kilos. Elle tombe de 4 mètres de haut. La mort est censée être instantanée. Louis XVI monte les marches de l'échafaud d'un pas assuré. Il enlève lui-même sa redingote, déboutonne son col. Quand les bourreaux s'approchent pour lui lier les mains, il proteste. Jamais un roi de France n'a été attaché. L'abbé Edgeworth lui murmure « Sire, laissez-vous faire. Dans cet abaissement suprême, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre votre majesté et le Dieu qui va être votre récompense. » Louis XVI cède. Il s'avance vers le bord de l'estrade. Il veut parler au peuple une dernière fois. D'une voix forte, il proclame « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Le général Santerre, commandant de la garde nationale, n'entend pas en rester là. Il fait battre les tambours pour couvrir la voix du roi. Louis VI tente de continuer, mais le vacarme est assourdissant. Les bourreaux le saisissent, le poussent vers la planche. Certains témoins affirment qu'il se débat. Louis-Sébastien Mercier, dramaturge et conventionnel, racontera plus tard « Est-ce bien le même homme que je vois bousculé par 4 valets de bourreaux, déshabillés de force, dont le tambour étouffe la voix, garrotté à une planche, se débattant encore ?» Mais d'autres témoignages contredisent cette version. Charles-Henri Sanson, le bourreau, affirmera que le roi s'est soumis avec dignité. Il est attaché sur la bascule, la lunette de bois se referme sur son cou. Un instant de silence. Puis la lame tombe. À 10h22 exactement, Louis XVI cesse de vivre. Le bourreau saisit la tête par les cheveux et la brandit face à la foule. Le sang coule abondamment sur l'estrade. Pendant quelques secondes, le silence règne. Puis les cris éclatent. « Vive la nation! Vive la République !» Des hommes se précipitent sur l'échafaud pour tremper leurs mouchoirs, leurs piques dans le sang royal. Certains y trempent même leurs doigts et les portent à leurs lèvres. C'est un rituel étrange, presque sacrilège, comme si ce sang possédait encore une valeur symbolique. Le corps de Louis XVI est descendu de l'échafaud et placé dans un panier d'osier. La tête est mise dans un sac séparé. Le convoi se dirige vers le cimetière de la Madeleine, rue d'Anjou. Pas de cérémonie, pas de faste. On creuse une fosse profonde. Le corps est jeté dedans avec de la chaux vive pour accélérer la décomposition et empêcher toute relique. En 1815, après la Restauration, Louis XVIII fera rechercher les restes de son frère. On retrouvera quelques ossements qui seront transférés à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. La nouvelle de l'exécution se répand dans Paris en quelques heures. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la ville ne fête pas. Il n'y a pas de grandes célébrations populaires, pas de banquets dans les rues. L'ambiance est étrange, tendue. Beaucoup de Parisiens restent chez eux. Certains pleurent en cachette. D'autres semblent soulagés que ce soit terminé. Les théâtres restent ouverts, mais jouent à demi-salle. Dans les sections parisiennes, des proclamations sont lues. La Commune affirme que la République est désormais indestructible. Les clubs jacobins célèbrent la victoire de la Révolution. Mais il y a quelque chose de forcé dans ces déclarations. Même les révolutionnaires les plus convaincus sentent que quelque chose d'irréversible vient de se produire. On ne tue pas 8 siècles de monarchie sans conséquence. À la Convention, la séance se tient comme d'habitude. Barrère monte à la tribune et déclare « L'arbre de la liberté ne croît qu'arrosé par le sang des tyrans ». Les députés applaudissent. Mais combien d'entre eux sont sincères? Combien tremblent intérieurement en pensant à ce qu'ils viennent de faire? Le vote était public, nominal. Chacun sait que son nom restera attaché à cette exécution. Pour toujours. Les Girondins, qui ont tenté jusqu'au bout de sauver le roi, se tairent.
Ils savent que leur modération leur coûtera cher. Les montagnards triomphent. Robespierre, Danton, Marat sont au sommet de leur pouvoir. Mais ce triomphe sera de courte durée. La terreur qu'ils vont instaurer les dévorera à leur tour. En province, les réactions sont contrastées. Dans les villes révolutionnaires comme Lyon, Marseille, Bordeaux, on célèbre l'événement. Des arbres de la liberté sont plantés, des Te Deum républicains sont chantés. Mais dans les campagnes, surtout dans l'Ouest et le Sud, la colère gronde. Pour beaucoup de paysans catholiques, le roi était encore le lieutenant de Dieu sur terre. Son exécution est un sacrilège qui appelle la vengeance divine. La Vendée va exploser 2 mois plus tard. Le 10 mars 1793, les paysans vendéens se soulèvent contre la conscription et contre la révolution qui a tué leur roi. Ce sera une guerre civile atroce qui fera entre 150 000 et 250 000 morts. Des villages entiers seront massacrés, des colonnes infernales parcourront le pays en semant la terreur. La mort de Louis XVI aura ouvert les portes de l'enfer. Dans les cours européennes, la nouvelle de l'exécution provoque un choc immense. Pour les monarques qui règnent par la grâce de Dieu, l'idée même qu'un roi puisse être jugé et exécuté par son peuple est impensable. C'est une remise en cause de tout l'ordre établi. Si cela peut arriver au roi de France, le plus puissant souverain d'Europe, cela peut arriver à n'importe qui, le roi d'Angleterre. George III apprend la nouvelle le 23 janvier. Il entre dans une rage folle. Le Parlement britannique vote immédiatement l'expulsion de l'ambassadeur de France. Le Premier ministre William Pitt déclare que la France révolutionnaire est une menace pour toutes les nations civilisées. Le 1er février, la France déclare la guerre à l'Angleterre et à la Hollande. La première coalition se forme. Angleterre, Hollande, Autriche, Prusse, Espagne, Portugal, Sardaigne, Naples s'allient contre la France. Catherine II de Russie, pourtant adepte des idées des Lumières, est horrifiée. Elle ordonne l'arrestation de tous les Français présents en Russie. Elle fait célébrer des messes pour le repos de l'âme de Louis XVI. Elle correspond avec les autres souverains pour organiser la riposte. La tsarine veut écraser cette révolution qui menace l'ordre monarchique européen. Le roi d'Espagne, Charles IV, cousin de Louis XVI par les Bourbons, prend le deuil. Il fait célébrer des funérailles solennelles à Madrid. L'ambassadeur d'Espagne à Paris avait tenté jusqu'au dernier moment de négocier la grâce du roi. Son échec est perçu comme une humiliation nationale. L'Espagne entre en guerre contre la France en mars 1793. L'empereur d'Autriche, François II, neveu de Marie-Antoinette, mobilise ses armées. Sa tante est toujours prisonnière à Paris. Il sait qu'elle est en danger. Il tentera bien de négocier un échange de prisonniers, mais ce sera trop tard. Marie-Antoinette sera guillotinée à son tour le 16 octobre 1793. Même aux États-Unis, pourtant la première république moderne, la réaction est mitigée. George Washington, qui avait soutenu la Révolution française à ses débuts, prend ses distances. Thomas Jefferson, ambassadeur en France de 1785 à 1789 et francophile convaincu, défend encore la Révolution mais reconnaît que l'exécution de Louis XVI est un acte regrettable. Le Parti fédéraliste américain, hostile à la France révolutionnaire, gagne du terrain. À Paris, la mort du roi libère les énergies les plus radicales. Les sans-culottes réclament maintenant l'épuration de tous les ennemis de la Révolution. La terreur s'installe progressivement. Le 10 mars 1793, le tribunal révolutionnaire est créé. C'est une juridiction d'exception chargée de juger les crimes contre la Révolution. Les procès sont expéditifs, le droit de défense limité. Sur les accusations, la sentence tombe. Mort. Le 6 avril, le comité de salut public est institué. C'est un organe exécutif de 9 membres, puis de 12, qui concentre tous les pouvoirs. Robespierre en prendra rapidement le contrôle. Le comité organise la défense du territoire face aux armées coalisées, mais aussi la répression intérieure. Des lois d'exception se multiplient. Loi des suspects en septembre 1793, qui permet d'arrêter toute personne considérée comme ennemie de la Révolution sur de simples soupçons. La guillotine ne s'arrête plus. Après le roi, ce sont les Girondins qui tombent. En octobre 1793, 21 députés girondins sont guillotinés. Ils avaient voulu une révolution modérée, une monarchie constitutionnelle, puis une république sage. Ils paient leur modération de leur vie. Parmi eux,
Pierre Victurnien Vergniaud prononce cette phrase prophétique. La Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants. Puis viennent les hébertistes, les ultra-révolutionnaires qui trouvaient Robespierre trop mou. Jacques Hébert et ses partisans montent à l'échafaud en mars 1794. Quelques semaines plus tard, c'est au tour des Indulgents, le groupe de Danton qui réclamait l'arrêt de la terreur. Georges Danton, le tribun qui avait tant fait pour la Révolution, est guillotiné le 5 avril 1794. Avant de mourir, il lance au bourreau. « N'oublie pas, surtout, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. » Marie-Antoinette ne survit pas longtemps à son mari. Après la mort de Louis XVI, elle reste enfermée au Temple avec ses 2 enfants et sa belle-sœur. En juillet 1793, on lui arrache son fils Louis-Charles, âgé de 8 ans. L'enfant est confié à un cordonnier brutal, chargé de lui faire oublier son rang. Le petit garçon sera négligé et brisé par la solitude. Il s'éteindra dans le dénuement en juin 1795, à seulement 10 ans. Le 2 août 1793, Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie dans une cellule humide. Son procès commence le 14 octobre. L'accusateur public l'accuse de tous les crimes, trahison et intelligence avec l'ennemi. Mais l'attaque la plus révoltante vient de Jacques Hébert, qui porte des accusations monstrueuses et contre nature sur la relation qu'elle entretenait avec son fils. L'ex-reine, épuisée et malade, se redresse et répond avec une dignité glaciale. « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. » Le 16 octobre à 4 heures du matin, le verdict tombe. Mort. À 11 heures, Marie-Antoinette monte sur la charrette qui l'a conduite à la guillotine. Elle a 37 ans, mais en paraît 60. Ses cheveux ont blanchi, son visage est émacié. Elle porte une simple robe blanche. Contrairement à Louis XVI qui avait eu droit à une voiture fermée, elle traverse Paris dans une charrette ouverte, exposée aux insultes de la foule. À 12h15, la lame tombe. L'Autrichienne, comme on l'appelait avec mépris, n'est plus. Entre septembre 1793 et juillet 1794, la terreur fait rage. Le nombre exact de victimes reste débattu par les historiens. On estime qu'environ 16 000 personnes ont été officiellement guillotinées après jugement du tribunal révolutionnaire. Mais ce chiffre ne compte pas les exécutions sommaires, les massacres de masse, les noyades de Nantes, où Jean-Baptiste Carrier fait noyer des centaines de prêtres réfractaires et de suspects dans la Loire. En Vendée, le général Turreau organise les colonnes infernales. 12 colonnes de soldats parcourent le territoire rebelle en brûlant les villages, massacrant les habitants, hommes, femmes, enfants. Le général Westermann écrit fièrement à la Convention « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. » À Lyon, qui s'était soulevé contre la Convention, la répression est terrible. Après la reprise de la ville en octobre 1793, près de 2000 personnes sont exécutées. Comme la guillotine est trop lente, on utilise des canons chargés de mitraille pour exécuter les condamnés par groupe. Joseph Fouché et Georges Couthon organisent ces massacres au nom de la République. Robespierre justifie cette violence par la nécessité de sauver la Révolution. Il prononce son célèbre discours du 5 février 1794 sur les principes de morale politique. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Mais cette terreur se retourne contre ses créateurs. Robespierre devient de plus en plus paranoïaque. Il voit des complots partout, des ennemis dans chaque ombre. Il fait arrêter et exécuter ses anciens alliés. Il épure la Convention, épure les Jacobins, épure les comités. Personne n'est plus en sécurité. Les députés tremblent en pensant qu'ils pourraient être les prochains. Le 8 juin 1794, Robespierre organise la fête de l'Être suprême. C'est une cérémonie grandiose où il officie en grand prêtre d'une religion civile qu'il a inventée. Il descend les marches du palais des Tuileries vêtu d'un habit bleu ciel.
tenant à la main un bouquet de fleurs et d'épis. Des centaines de milliers de Parisiens assistent au spectacle. Mais cette démonstration de pouvoir inquiète ses collègues. Robespierre se prend-il pour un nouveau roi? Le 27 juillet 1794, le 9 Thermidor en 2, selon le calendrier révolutionnaire, le piège se referme. À la Convention, une coalition hétéroclite de députés décide d'en finir avec Robespierre. Quand il monte à la tribune pour se défendre, il est hué, interrompu, empêché de parler. Le président agite sa sonnette. Le sang de Danton t'étouffe. Robespierre est décrété d'arrestation, ainsi que son frère Augustin, Saint-Just, Couthon et plusieurs autres. Dans la soirée, Robespierre tente de se suicider d'un coup de pistolet. Il rate son coup et se fracasse la mâchoire. Le lendemain, le 28 juillet, il est guillotiné avec 21 de ses partisans. La foule applaudit. La terreur est terminée. Mais le traumatisme reste. La mort de Louis XVI a créé un précédent historique majeur. Pour la première fois depuis l'exécution de Charles Ier d'Angleterre en 1649, un roi européen a été jugé et condamné à mort par son propre peuple. Mais alors que l'Angleterre était revenue à la monarchie 11 ans plus tard, la France ne reviendra jamais vraiment en arrière. Certes, la Restauration ramènera les Bourbons en 1814. Louis XVIII, frère de Louis XVI, montera sur le trône. Puis Charles X en 1824. Mais ce sera une monarchie constitutionnelle, limitée, qui devra composer avec les acquis de la Révolution. Et en 1830, Charles X sera chassé par une nouvelle révolution. Louis-Philippe, roi des Français, et non plus roi de France, régnera jusqu'en 1848. Puis ce sera la Seconde République, le Second Empire de Napoléon III, et finalement la Troisième République en 1870. La monarchie absolue de droit divin est morte avec Louis XVI. Sur le plan juridique, le procès de Louis XVI pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Peut-on juger un chef d'État pour ses actes politiques? La justice peut-elle être politique? Comment juger quelqu'un selon des lois qui n'existaient pas au moment des faits? Ces débats reviendront après la Seconde Guerre mondiale, avec les procès de Nuremberg, puis avec la création des tribunaux pénaux internationaux. Saint-Just avait affirmé pendant le procès « On ne peut point régner innocemment ». Cette phrase terrible signifie que tout pouvoir est coupable par nature. C'est une vision radicale qui justifie l'élimination de tous les dirigeants. Cette logique mènera directement à la terreur, puis au totalitarisme du XXe siècle. La mort de Louis XVI a aussi des conséquences sur la mémoire collective française. Pendant des décennies, la France sera divisée entre républicains et royalistes, entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Cette fracture traverse toute l'histoire du XIXe siècle. Les guerres de Vendée laisseront des cicatrices profondes. La question religieuse, avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905, découle directement des affrontements révolutionnaires. Sur le plan européen, l'exécution de Louis XVI déclenche 23 ans de guerres ininterrompues. Les guerres révolutionnaires se transforment en guerres napoléoniennes. Toute l'Europe est embrasée. Des millions de morts. Des empires s'effondrent. Des nations nouvelles naissent. La carte de l'Europe est redessinée plusieurs fois. Quand le calme revient enfin en 1815 avec le Congrès de Vienne, le continent est transformé. Autour de la mort de Louis XVI, de nombreux mythes se sont développés. Certains royalistes sont affirmés que le roi aurait été remplacé par un sosie, que le vrai Louis XVI aurait survécu et se serait enfui. Aucune preuve n'a jamais étayé cette théorie. D'autres ont prétendu que Louis XVII, le fils de Louis XVI, n'était pas mort au Temple, mais qu'il aurait été secrètement libéré. Des dizaines d'imposteurs se sont présentés au XIXe siècle comme étant le dauphin survivant. Le plus célèbre, Karl Wilhelm Naundorff, a même réussi à convaincre certains membres de la famille royale. Les analyses ADN effectuées en 2000 sur le cœur conservé de Louis XVII ont définitivement prouvé qu'il était bien mort au Temple en 1795. Certains ont aussi cherché des signes prophétiques dans la mort de Louis XVI. Le chiffre 21 revient plusieurs fois. Exécuté le 21 janvier, à l'âge de 38 ans, 3 plus 8 égale 11, et 2 fois 11 font 22, proche de 21.
le procès ayant duré 21 jours selon certains décomptes. Ces coïncidences ont alimenté les superstitions. La guillotine elle-même est devenue un objet de fascination morbide. Des morceaux de l'échafaud où est mort Louis XVI ont été vendus comme reliques. Des mouchoirs trempés dans son sang se sont échangés contre de l'or. La lame qui a tranché son cou a été conservée et se trouve aujourd'hui au musée Carnavalet à Paris. Au-delà du symbole politique, Louis XVI était un homme. Un homme avec des qualités et des défauts, des passions et des faiblesses. Contrairement à l'image qu'on donne souvent de lui, ce n'était pas un imbécile. Il était cultivé, parlait plusieurs langues, s'intéressait aux sciences, à la géographie, à l'horlogerie. Il fabriquait des serrures, activité inhabituelle pour un roi, mais qui le passionnait. C'était aussi un homme profondément religieux, scrupuleux sur les questions morales. Cette rigueur morale le paralysait souvent dans ses décisions politiques. Il hésitait, tergiversait, cherchait à contenter tout le monde. Cette indécision chronique a été son principal défaut politique. À chaque moment crucial de la Révolution, il a temporisé au lieu de trancher. Sur le plan personnel, Louis XVI était un mari fidèle, un père aimant. Il adorait ses enfants. Les témoins rapportent qu'il passait des heures à jouer avec eux, à leur raconter des histoires. Son amour pour Marie-Antoinette était sincère, même si la reine le dominait souvent. Leur mariage, difficile les premières années en raison d'un problème physique de Louis XVI qui fut opéré, devint solide avec le temps. C'était un homme bon, pas cruel. Il a aboli la torture judiciaire dès le début de son règne. Il a soutenu l'indépendance américaine, envoyant Lafayette et Rochambeau aider les insurgés. Cette aide coûtera très cher à la France et aggravera la crise financière, mais elle correspondait aux convictions de Louis XVI qui admirait les idées des Lumières. Le drame de Louis XVI, c'est d'avoir été un honnête homme placé dans une situation qui exigeait un politique impitoyable. Il aurait fait un excellent roi constitutionnel dans un pays en paix, mais face à une révolution qui remettait en cause les fondements mêmes de son pouvoir et de sa légitimité, il était perdu. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comment le peuple qu'il aimait et qu'il voulait servir pouvait-il se retourner contre lui ? Le 21 janvier 1793 marque véritablement le point de non-retour de la Révolution française. Avant cette date, un compromis était encore possible. Après, c'est la fuite en avant, la radicalisation, la terreur. Les modérés sont balayés. Les extrémistes prennent le pouvoir. La violence engendre la violence dans une spirale infernale. La mort du roi change aussi la nature de la Révolution. Ce n'est plus une révolte contre un mauvais gouvernement, c'est la destruction d'un ordre millénaire. Ce n'est plus une réforme, c'est une table rase. Tout doit être reconstruit. Le calendrier, les unités de mesure, les noms des rues, les fêtes, même la religion. La Convention invente l'an 1 de la République, efface le passé pour créer un homme nouveau. Cette radicalité effraie une partie des révolutionnaires eux-mêmes. Beaucoup de ceux qui avaient voulu la chute de la monarchie absolue n'avaient pas imaginé qu'on irait jusqu'à tuer le roi. Beaucoup de ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI pour ne pas paraître modérés le regretteront amèrement. Mais il est trop tard. On ne revient pas en arrière après avoir coupé la tête d'un roi. L'exécution de Louis XVI transforme aussi la guerre. Ce n'est plus un conflit classique entre États, c'est une guerre idéologique totale. D'un côté, les monarchies qui défendent l'ordre établi. De l'autre, la France révolutionnaire qui veut exporter ses idées. Ce schéma préfigure les guerres du XXe siècle, où les idéologies s'affrontent sans merci. Sur le long terme, la mort de Louis XVI a une portée considérable. Elle prouve qu'un peuple peut juger et condamner son souverain. Elle établit le principe que le pouvoir vient du peuple, non de Dieu. Elle affirme que les dirigeants sont responsables devant la nation. Ces idées, révolutionnaires en 1793, sont devenues la norme dans les démocraties modernes. Nous sommes tous, d'une certaine façon, les héritiers du 21 janvier 1793. Mais cette victoire du principe démocratique a un coût terrible. La terreur qui suit l'exécution du roi fait des dizaines de milliers de morts. Les guerres qui embrasent l'Europe pendant 23 ans tuent des millions de personnes. La Vendée est dévastée. Des villes entières sont détruites. Le traumatisme est immense. L'exécution de Louis XVI n'est pas un événement isolé.
Elle s'inscrit dans une série de régicides qui jalonnent l'histoire européenne. Charles Ier d'Angleterre en 1649, Louis XVI en 1793, le tsar Nicolas II et sa famille en 1918. À chaque fois, c'est la fin d'un monde, le basculement vers une ère nouvelle. À chaque fois, la violence déchaînée par ces exécutions dépasse largement ce que les révolutionnaires avaient anticipé. Les révolutionnaires de 1793 pensaient qu'en tuant le roi, ils allaient libérer le peuple et instaurer un règne de vertu et de justice. Ce qu'ils ont obtenu, c'est un bain de sang. La leçon de l'histoire est claire. La violence politique, même justifiée par les plus nobles intentions, engendre toujours plus de violence. La Révolution française, qui voulait apporter la liberté, a produit la terreur. Elle voulait l'égalité et a créé une nouvelle tyrannie. Elle voulait la fraternité et a déclenché des guerres civiles atroces. Pourtant, malgré toutes ces horreurs, les idéaux de la Révolution ont survécu. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reste un texte fondateur. Les principes de liberté, d'égalité, de souveraineté populaire se sont imposés progressivement dans le monde entier. La démocratie moderne est née dans les convulsions de la Révolution française. Le prix payé était-il nécessaire? C'est une question à laquelle les historiens ne cesseront jamais de répondre de façon différente. Ce qui est certain, c'est que le 21 janvier 1793, quand la lame de la guillotine est tombée sur le cou de Louis XVI, un monde est mort et un autre est né. Ce jour-là, la monarchie absolue de droit divin a reçu un coup mortel dont elle ne s'est jamais remise. Ce jour-là, le principe de responsabilité des gouvernants devant le peuple a été affirmé dans le sang. Ce jour-là, l'Europe est entrée dans la modernité politique, pour le meilleur et pour le pire. Louis XVI n'était ni un tyran sanguinaire, ni un saint martyr. C'était un homme ordinaire, placé dans une situation extraordinaire. Il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qui étaient les siens. Il a échoué. Mais son échec et sa mort ont changé le cours de l'histoire. Des siècles plus tard, nous vivons encore avec les conséquences de ce 21 janvier 1793. La République française actuelle, la 5e du nom, est l'héritière directe de ce jour tragique où, sur la place de la Révolution devenue place de la Concorde, un roi est monté à l'échafaud et n'en est jamais redescendu.